je suis PPH ici à Marseille et je dirige une des équipes de l'URUC sur la résistance aux antibiotiques et le pathogène émergent dans la mucoviscidose. Je vais vous présenter donc un séminaire sur les outils de la résistance aux antibiotiques à l'ère génomique qui en réalité dans le plan tel que je vais vous présenter cette présentation, c'est dans le sens, va plutôt respecter quelque chose de didactique et de pédagogique pour comprendre les différentes stratégies, mais ça n'est pas historique par rapport aux recherches que j'ai menées dans l'UT, parce qu'en particulier, les premiers travaux que j'ai réalisés dans l'unité sur l'analyse génomique ou les gènes de résistance, c'est fait à cette partie-là ici sur les bactéries fastidieuses, parce que la génomique nous a permis de comprendre, d'identifier, de prédire la résistance aux antibiotiques chez ces bactéries fastidieuses grâce aux génomes qui ont été séquencés. Et c'était ça la première approche, et puis on est passé à d'autres systèmes parce que vous allez voir, la capacité de séquençage et l'utilisation bioinformatique actuelle permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Les premiers travaux que j'ai effectués sur les bactéries intracellulaires remontent au début des années 2000, donc c'était il y a une dizaine d'années. Et on avait des génomes disponibles, mais très peu par rapport à la quantité de génomes qui sont disponibles actuellement. Donc ce sera didactique, j'espère pour vous. On va parler de données récentes et actuelles sur la problématique de la résistance aux antibiotiques, comment on fait face, pour nous aussi en tant qu'hospitaliers, à une nouvelle menace, quelque chose qui apparaît et qui nécessite de développer des outils de détection et surveillance rapide qui puissent être utilisés en temps réel à l'hôpital. Ensuite, on verra quelques exemples de l'utilisation du séquençage d'un génome pour comprendre le mécanisme de résistance, mais pas que ça. Au-delà, on peut comprendre d'autres systèmes. Les outils bioinformatiques entre le début de ça sur les bactéries intracellulaires, moi je faisais ça à la main, on prenait les séquences, on les alignait à la main, on regardait les mutations, c'était un travail très fastidieux, qui est à peu près équivalent de ce qu'on faisait avant les séquenceurs automatiques qui étaient faire les séquences à la main avec les A, les T, les G, les C, donc c'était très très fastidieux. Et puis on va voir en 2013 qu'on fait ce qu'on développe actuellement avec un de mes postdocs sous Chim, qui est d'utiliser des nouveaux outils bioinformatiques qui sont du haut débit. Et où là on est capable d'analyser non pas une séquence dans l'après-midi, on est capable d'analyser un génome en 3 minutes. Donc c'est pas du tout le même mesure. Et puis des travaux qui sont entre les deux, entre 2000 et 2010, qui nous ont permis de comprendre et d'apprendre un certain nombre de choses sur l'environnement et les gènes de résistance qui existent dans l'environnement et ailleurs, et comment on peut découvrir de nouveaux gènes de résistance, comment on peut les caractériser avec des outils modernes. Alors, ça, à mon avis, est un peu sensible. Alors, les éléments récents, eh bien, c'est un travail éditorial qu'on a publié l'année dernière sur un nouveau paradigme qui est qu'on constate, et on le voit très bien depuis quelques années, vous verrez quelques schémas que l'on a pu effectuer avec certains de nos étudiants, à une augmentation, à une diffusion extrêmement rapide des gènes de résistance aux antibiotiques depuis une décennie. Et ce qu'il faut que vous compreniez dès à présent, c'est que cette augmentation, cette diffusion rapide, on la voit parce qu'on la voit dans les souches bactériennes qui sont celles responsables des infections chez l'homme. C'est pour ça qu'on voit. Mais notre connaissance sur ce qui existe sur la résistance aux antibiotiques ailleurs que ce qui nous intéresse en dehors de la médecine humaine est quelque chose qui était très très mal connu et qui a beaucoup changé ces dernières années. En particulier, on le verra plutôt à la fin de cette présentation, le fait que la résistance aux antibiotiques est un phénomène qui existe depuis très longtemps, depuis que les bactéries existent. C'est des systèmes de défense bactériens. C'est une origine très ancienne, une évolution très ancienne, mais ce qui est récent, c'est l'évolution de la résistance dans les souches cliniques que l'on observe chez les patients. Et en particulier, on l'observe parce que depuis une dizaine d'années, on n'a pas investi, en particulier les grandes sociétés pharmaceutiques, n'ont pas investi au développement de nouveaux antibiotiques. Et donc, on voit que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes parce qu'on n'a pas de nouveaux antibiotiques. Alors que dans les années 80-90, la nouvelle résistance qui apparaissait, c'était contrebalancé parce qu'on avait des nouveaux antibiotiques qui étaient mis sur le marché, ce qui n'est plus le cas actuellement. Au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 0 antibiotique actuellement à la FDA qui est en cours d'autorisation de mise sur le marché. 0, parce que ça n'est pas rentable. Alors, on va voir que la communauté scientifique au début du XXIe siècle s'est intéressée à cette question-là pour dire
que ça va être un enjeu de santé publique majeur dans l'avenir. Les origines et les sources de ces gènes de résistance qui étaient très bien connues en réalité, et depuis une dizaine d'années, vous allez voir, on a trouvé des choses tout à fait spectaculaires. Alors, je vais vous montrer que quelques exemples, mais par exemple, on a trouvé des séquences de gènes de résistance aux antibiotiques dans des pins humains de corps au fin fond du Sénégal, chez des gens qui n'ont jamais pris d'antibiotiques. Et donc, qu'est-ce que ça fait là? On ne sait pas. Alors, c'est un problème de santé publique. Vous voyez, par exemple, dans le dernier rapport de 2007 en Europe, eh bien, on estime que 400 000 infections humaines sont liées à des bactéries multirésistantes et seraient responsables de 25 000 morts par an. C'est un phénomène qui est tout à fait important et qui, du coup, les gouvernements s'y intéressent parce que ça a un coût de santé publique tout à fait colossal. Alors, ce ne marche pas très bien. Donc, ce qu'on peut dire au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est l'écosystème des antibiotiques déjà? Il faut que vous sachiez que plus de la moitié des antibiotiques sont utilisés en agriculture, en aquaculture, comme probiotiques, comme facteurs de croissance pour les animaux, et que c'est la plus grande quantité d'antibiotiques qui est déversée dans la nature et dans l'environnement par rapport à la consommation que l'on a, nous, pour soigner les humains. Et donc, en réalité, des antibiotiques sont déversés un petit peu partout, dans l'environnement. Là, je l'ai appris récemment, parce que je vais finir une revue. La plus grande consommation d'antibiotiques dans toute l'Asie, c'est pour les poissons, en aquaculture. Ils versent ça par baquets entiers dans les trucs de pisciculture pour éviter que les poissons soient malades, et surtout aussi comme facteur de croissance. Et bien évidemment, ce qu'on comprend bien, c'est que tout ça est un environnement qui est un environnement de commensaux et de vie en communauté, et que, on va le voir, alors qu'on pensait que ce qui émergeait, ce qui diffusait jusqu'à la fin des années 2000, c'était des bactéries résistantes, eh bien on a changé de modèle actuellement. Ce à quoi on assiste, ce sont des épidémies de gènes de résistance capables de diffuser sur des plateformes différentes, sur des véhicules différents qui sont les bactéries. Enfin, il n'y a pas que les bactéries. Alors, ça a amené à quoi? À une réflexion très récente qui donne les trois grandes priorités du XXIe siècle concernant la résistance aux antibiotiques et d'essayer de contrôler cette résistance. C'est d'essayer d'identifier les réservoirs de gènes de résistance, que ce soit chez l'homme, chez les animaux et dans l'environnement, d'utiliser des techniques modernes, des technologies modernes, de type séquençage génomique, métagénomique, spectrométrie de masse pour identifier des nouveaux microbes, et essayer de se donner les moyens d'identifier des nouveaux gènes de résistance qui pourraient émerger et diffuser dans les souches cliniques. Et puis par ailleurs, le troisième point, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça fait l'objet, pour ceux que ça intéresse, d'une soutenance de thèse qui aura lieu à Tlemcen lundi et qui sera diffusée à 11 h normalement dans la salle à côté d'Amicana, d'une de mes étudiantes, qui est le développement d'outils de surveillance et de détection de la résistance aux antibiotiques, des outils modernes, avec Internet, avec des systèmes tout à fait innovants pour développer Myriam Berazeg, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ceux que ça intéresse, cette partie 3, ce sera lundi à 11 h pour ceux que ça intéresse. Je fais de la pub de peu pour Myriam. Alors, le problème de la résistance aux antibiotiques, l'augmentation, l'émergence de nombreux mécanismes de résistance qui ont été identifiés et élucidés, mais encore une fois, il faut comprendre que tous ces mécanismes de résistance élucidés l'ont été à partir de souches bactériennes isolées chez l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de mécanismes de résistance dans les bactéries de l'environnement ou ailleurs qui sont totalement inconnus au jour d'aujourd'hui. Et donc on est juste au-dessus de l'iceberg. C'est comme quand M. Raoult nous montre entre culturomique et métagénomique dans le microbiome digestif, eh bien, on connaît qu'une petite partie des choses et il reste une quantité extraordinaire de choses à découvrir. Et c'est les enjeux de ce XXIe siècle, avec des mécanismes de résistance aux antibiotiques qui ont une nature génétique variable, qui peut être, on le verra, des mécanismes de transfert chez les bactéries tout venantes dans l'environnement, par des plasmides, par des systèmes extra-chromosomiques variés, et puis, pour d'autres, eh bien, il peut s'agir de résistance acquise par des mutations sur des gènes cibles, et ça, c'est surtout ce que nous, on a décrit chez les bactéries intracellulaires strictes, qui éventuellement peuvent devenir résistants aux antibiotiques par des mutations sur ces gènes, parce que leur capacité à être en contact avec d'autres bactéries et à échanger des gènes de résistance est très faible, puisque dans la cellule, elles vivent seules et elles n'ont pas la possibilité de rencontrer d'autres bactéries. Alors depuis 2007, eh bien, on parle du résistome,
Le résistome, c'est l'ensemble des gènes et des séquences génétiques qui codent pour de la résistance, qu'elles soient vues dans des bactéries pathogènes, mais également dans des gènes pour lesquels il n'y a pas de fonction connue, et également dans évidemment des bactéries productrices d'antibiotiques. La plus grande majorité des gènes de résistance sont des gènes qui permettent à une bactérie de ne pas se suicider parce qu'elle produit un antibiotique. Et si elle produit un antibiotique qui la tue, elle meurt. Donc en général, c'est un système qui permet de se protéger. Alors ça, c'est les différents mécanismes de manière simple, la transformation, la transduction et la conjugaison, je ne reviendrai pas dessus. Ce sont des mécanismes qui permettent d'acquérir des gènes, et en particulier des gènes de résistance. Et puis, il peut y avoir des mécanismes de mutation associés à ces résistances. Alors, globalement, ce qu'on assiste, ce sont des épidémies de gènes qui diffusent avec un pool de gènes dans l'environnement qui est tout à fait considérable, on le verra à la fin, et qui, en fait, ces gènes de résistance, vous pouvez les considérer comme étant des petits logiciels, comme vous avez sur vos téléphones portables des bouts de musique en MP3 ou en MP4. Et bien, un gène de résistance, c'est ça. C'est une petite séquence qui est sur un adaptateur, qui est par exemple une clé USB, et dedans, vous avez des petits logiciels qui sont des musiques. Et bien, c'est pareil, ce système-là, vous avez un système vecteur qui est une bactérie, et en fonction d'une pression de sélection, ici par exemple un antibiotique R, et bien ce gène ici R, qui est donc le petit logiciel, est capable d'être mobilisé pour pouvoir s'insérer dans des systèmes d'intégration, des systèmes d'intégration qui ensuite font qu'il y a une diffusion par le biais de cet adaptateur vers les plateformes, et ces plateformes, c'est des bactéries qui deviennent résistantes. Donc c'est en gros ce qui se passe de manière majoritaire actuellement sur ces diffusions de résistance. Alors, première partie, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un phénomène qui apparaît? Donc c'est l'exemple de cette enzyme qui s'appelle la nucléométhanobétalactamase, qui est une enzyme, qui est une carte d'apélémase, qui est capable de détruire tous les antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, et qui donc du coup pose un problème majeur de santé publique. Si les patients sont infectés avec des souches qui portent ce gène, eh bien on ne peut pas utiliser les bêta-lactamines. Donc ça pose un vrai problème de santé publique. Ce gène a été découvert pour la première fois en provenance d'Inde chez un patient suédois qui avait été hospitalisé après un accident à New Delhi, qui a été décrit. Et donc ça date de décembre 2009 quand ça a été décrit. Alors peu importe, mais c'est un nouveau gène ici de résistance avec une séquence génétique qui ne possédait qu'environ 25 à 30% d'homologie en acide aminé avec tout ce qui était connu auparavant. C'était extrêmement important cette donnée de 25-30% d'homologie. On le verra en particulier dans les logiciels qu'on a ensuite développés pour détecter les nouveaux gènes de résistance. Et donc, ce gène-là, initialement détecté dans une souche d'Escherichia coli, de Klebsiella pneumoniae, était aussi isolé et détecté dans une souche d'Escherichia coli chez le même patient. Et puis, par ailleurs, donc la vraie histoire commence en août 2010 avec une publication dans l'Ancet Infectious Disease qui montre la diffusion de ce gène de résistance chez les patients en provenance d'Inde, rapatriés et ou ayant des échanges au Royaume-Uni, dans des plateformes génétiques différentes. Vous voyez une diffusion, une épidémie d'un gène sur des bactéries, donc des plateformes différentes, avec ce gène retrouvé dans des Klebsiella, des Escherichia coli, etc. Donc c'est l'épidémie d'un gène sur des espèces bactériennes différentes, capables de se multiplier dans tous ces sens-là, avec un foyer donc, qui vient d'identifier en Inde. Alors, donc ça c'est la répartition des cas. On avait, à la demande de Didier Raoult, on a fait un éditorial pour prévenir, attention, ce truc-là risque de nous péter à la figure parce qu'il se diffuse chez toutes les espèces bactériennes, il se multiplie dans les placides, il est susceptible d'envahir le monde de manière extrêmement rapide. Il commençait à y avoir un peu de cas. Nous, on a eu un premier cas en France isolé d'un patient. Alors c'est intéressant parce que le papier Princeps a été publié en août 2010 et en avril 2010, ici à la Timone, un patient avait été hospitalisé, rapatrié sanitaire après un accident de moto à New Delhi en Inde. Il avait une souche de Klebsiella résistante à tout, y compris au carbapénème. Et on n'avait pas trouvé dans cette bactérie de gène connu. Et quand on a vu sortir cette publication, on a ressorti la souche du congélateur parce que c'était écrit souche résistante en provenance d'Inde. Et avec Seydina, qui est là, ici, on a été les premiers au monde à mettre au point une technique PCR en temps réel, donc un jeu d'amorce et de sonde qui est disponible et qu'on utilise maintenant en routine, qui a permis de confirmer que cette souche-là était bien porteuse de NDM1
et qui nous sert maintenant à l'hôpital, en particulier si on a soit des patients rapatriés, et puis on a fait beaucoup d'études avec des étudiants qui sont ici ou qui sont partis, d'épidémiologie, de souches qui sont apparues un petit peu partout dans le monde. Et donc on n'avait pas trop eu tort quand on a dit que c'était probablement quelque chose qui allait exploser. Alors, ce truc-là démerde. Parce que en l'espace de 2 ans puis 3 ans, vous voyez, entre août 2010 et au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, 332 articles ont rapporté l'émergence dans différents pays de NDM. Et donc c'est une émergence, une diffusion spectaculaire avec quelque chose, nous on l'a décrit partout, en Algérie, à Jérusalem, et donc c'est quelque chose qui maintenant a nécessité donc d'être réactif, surveiller la bibliographie, mettre au point un test de diagnostic PCR temps réel, qui peut être utile ensuite pour cribler les patients et éventuellement les isoler pour éviter que ça... Alors, deuxième approche, l'utilisation des génomes bactériens et de leurs séquences pour identifier les gènes de résistance connus. Alors, je vous dis, c'est un peu à l'envers par rapport à l'historique, mais ça, c'est pour étudier les génomes de bactéries qui ne sont pas des bactéries fastidieuses ou intracellulaires. C'est-à-dire qu'on fait en temps réel des bactéries qui poussent vite, à croissance rapide. Donc, vous voyez qu'il y a une cassure au début des années 2000 par rapport au nombre de génomes bactériens qui pouvaient être séquencés. Donc, le premier génome date de 95, c'était un Hémophilus, et là, je ne l'ai pas mis à jour, mais fin 2012, on était déjà à plus de 8000 génomes entièrement séquencés avec, et c'est un autre élément qui est important pour la suite dans les outils bioinformatiques, une grande majorité de ces génomes maintenant sont relevés sous forme de whole genome sequence, c'est-à-dire des contigues, des grandes séquences, des bouts de séquences qui représentent le génome de la bactérie, mais dont le chromosome n'est pas fermé. Donc c'est essentiellement ça qui actuellement est relargué dans les bases de données. Alors on avait fait ça avec Célina, mais c'était assez intéressant, c'était de voir le coût de la séquence en fonction du temps et des technologies. Et vous voyez qu'on est maintenant dans des systèmes ici qui permettent d'avoir un coût qui est de l'ordre de 10 centimes de dollars par mégabyte. Donc on a vraiment un coût qui a diminué et surtout une rapidité plus importante. Alors ça pose un certain nombre de problèmes parce que les technologies souvent ne sont pas compatibles pour qu'on puisse assembler très facilement toutes ces séquences. Alors le premier travail à ma connaissance qui a utilisé l'analyse de génome pour comprendre la résistance antibiotique, c'est ce travail qui a été fait ici par Pierre-Édouard, qui a été l'analyse de 2 génomes de bactéries qui s'appellent Acinetobacter baumannii, une bactérie très résistante qui s'appelle AYE, qui n'est sensible qu'à 2 antibiotiques, et une autre qui s'appelle la souche SDF, qui sont des Acinetobacter baumannii qu'on trouve dans les poux de corps chez les humains et qui sont extrêmement sensibles aux antibiotiques. Et bien en comparant ces 2 génomes, alors le travail de Pierre-Édouard à l'époque est un travail colossal parce qu'on n'avait pas toutes les technologies actuelles de séquençage rapide et d'assemblage. C'était un travail très très long, mais qui à la fin a payé, qui a été de montrer que la différence entre ces 2 espèces, ces 2 isolats d'Acinetobacter baumannii, eh bien c'était l'intégration dans un site très très spécifique du chromosome d'Acinetobacter baumannii, eh bien d'un énorme îlot, qu'on appelait un îlot de résistance, contenant de nombreux gènes de résistance qui étaient organisés sous forme d'intégrons, transposons, et qui expliquaient cela. C'était un coup de chance, mais il se trouve que Acinetobacter baumannii est souvent une bactérie très très bizarre et qui peut amener à avoir des surprises. À ma connaissance, c'est le premier travail sur ça. Alors, depuis, il y a eu d'autres génomes, et récemment, on a évalué et étudié les génomes, les publications, de génomes bactériens qui se sont intéressés à la résistance aux antibiotiques. Donc, séquencer génome pour comprendre cela pour des bactéries à gram négatif, donc les entérobactéries, Pseudomonas et Acinetobacter. Et donc, la première chose qu'on a vue, eh bien, c'est si on fait tout simplement PubMed, donc la bibliographie sur les mots-clés qui sont soit Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter et antibiotique résistance, eh bien, vous voyez l'évolution du nombre de publications qui augmente pour les 3 de manière très significative, puisqu'on a tempéré ça. C'était l'objet d'une longue discussion avec les reviewers, Célina s'en souvient. Et comment on a fait pour montrer que ce n'était pas biaisé? Eh bien, on a comparé le nombre de publications avec ces 2 mots-clés versus le premier mot-clé, pour le modérer. Est-ce que c'est une augmentation d'intérêt sur la bactérie en question, ou est-ce que c'est vraiment une augmentation
des publications sur la résistance, et donc c'était très significatif. Alors ça nous a fait creuser la tête, mais à la fin c'était vraiment une bonne idée de faire ça. Alors, dans ces génomes, eh bien, on est capable de trouver, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, une variété absolument hallucinante de gènes qui codent pour des enzymes, qui codent pour la résistance aux bêta-lactamines, avec des choses qu'on continue d'étudier, c'est des noms de famille, peu importe, qui ont des séquences avec des GC%, des teneurs en GC, qui sont très très variables, qui peuvent être de 30% ou 60% en fonction du type de bactéries et des génomes que l'on a analysés. Et puis, de la même manière, on a regardé à nouveau ce qui avait été publié sur les génomes d'Acinetobacter baumannii, comme le travail de Pierre-Édouard avait fait, et on a trouvé que tous les îlots de résistance que l'on trouve chez les souches d'Acinetobacter baumannii sont tous insérés à cet endroit-là et exclusivement à cet endroit. Donc c'est ce qu'on appelle un hotspot, un endroit très très précis qui est capable d'intégrer des îlots de résistance, des transposons qui, et l'autre chose est extrêmement intéressante, c'est qu'ils sont très variables en taille, ces îlots de résistance. On est en train d'étudier actuellement ça chez des souches qui sont positives pour NDM1, parce qu'on a constaté, je ne vais pas vous montrer ça, que depuis 3-4 ans dans le monde, les carbapénémases qui existaient chez Acinetobacter baumannii n'étaient pas des carbapénémases de type NDM1, ça s'appelle des oxacillinases, et petit à petit, on assiste à une modification de l'épidémiologie dans le monde, qui est que ces oxacillinases disparaissent au profit des NDM sur des îlots de résistance qu'on est en train d'étudier et qui sont probablement plus petits et beaucoup plus mobiles, expliquant ce remplacement épidémiologique actuel qui est extrêmement rapide. Alors, ça c'est un premier exemple de l'analyse complète d'un génome bactérien pour comprendre un phénotype de résistance tout à fait particulier dans une souche d'Enterobacter aerogenes, une souche très résistante puisqu'elle est devenue résistante à tous les antibiotiques. Et en particulier, cette souche a acquis une résistance à la colistine, qui est le dernier antibiotique que l'on peut donner dans les infections liées aux bactéries gram-négatives multirésistantes, et qui malheureusement chez cette patiente s'est soldé par un décès de cette patiente qui a fait une septicémie. Donc l'objectif de ce travail, ça a été d'étudier le génome de cette bactérie, et puis il y avait, c'est pour ça que je dis l'analyse du génome, c'est pas que pour la résistance, il y avait dedans des projets ancillaires qui étaient, d'essayer de repositionner taxonomiquement cette bactérie, parce qu'elle a une position taxonomique qui était depuis 40 ans controversée, et puis d'étudier finalement le mode de vie de cette bactérie basé sur l'analyse de son génome pour comprendre comment elle avait une grande facilité à acquérir et à exprimer des gènes. J'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, ce projet de génomie, donc du séquençage, avec ensuite de l'assemblage de génomes, et à la fin, on s'est retrouvé avec 141 contiques, mais celui-ci de génome, on l'a fermé. Alors ça, j'aime beaucoup montrer cette diapositive, parce que quand Guillaume l'avait montré, on s'est rendu compte qu'il avait à peu près 200 PCR, et qu'il y avait beaucoup de travail derrière le séquençage. Donc c'est vraiment un énorme boulot de fermer un génome, mais on s'est aperçu que ça avait un intérêt quand on recherche la résistance, parce que de nombreux gènes de résistance sont à l'intérieur de transposons, et que les transposases sont souvent dans des trous de séquence, avec nos systèmes de séquençage. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent de le faire. Donc ensuite, une analyse pour trouver les séquences codantes et la notation, alors avec un système ici qui a un avantage, c'est que c'est rapide, qui trouve bien les cadres de lecture, mais qui a un inconvénient, c'est que la notation est très mauvaise. Et en particulier pour la notation des gènes de résistance aux antibiotiques, c'est catastrophique, c'est-à-dire que plus de 80%, c'est ça à peu près, c'est des gènes de résistance ne sont pas notés avec ce système-là. Donc c'est ce qui nous a poussé après, on verra, à développer notre propre système. Et donc en dehors de la résistance, c'est bien ce qu'on découvre en comparant le génome de cette bactérie séquencée avec d'autres entérobactéries. Là, c'est pas un entérobactère, c'est une klebsielle, son génome est une klebsielle, et que l'ensemble des éléments phénotypiques qui distinguent, d'ailleurs on voit bien quand on fait du malditor, sur la spectrométrie de masse, que l'Enterobacter aerogenes est avec Klebsiella pneumoniae et non pas avec les autres entérobactères. Et donc pendant 40 ans on l'a appelé Enterobacter. Pourquoi? Parce que phénotypiquement cette bactérie avait des caractères qui n'existent pas chez les Klebsiella, en particulier Enterobacter aerogenes est une bactérie qui est mobile.
et qui a d'autres activités qui font que depuis des années, on dit bah, c'est un entérobactère parce qu'il y a ces caractères phénotypiques spécifiques. Eh bien, en réalité, ces caractères spécifiques, phénotypiques, sont des gènes acquis d'autres bactéries. C'est du transfert de gènes. L'exemple ici, c'est pourquoi elle est mobile, l'Enterobacter rotae, c'est bien parce qu'elle a acquis un énorme cluster de 50 gènes, de 60 kilobases, qui codent pour l'opéron complet du flagelle. Et ce truc-là, quand on l'analyse phylogénétiquement, eh bien ce truc-là, l'homologie de séquence de ces gènes, eh bien c'est des bactéries du genre Serratia. Et donc en réalité, Enterobacter aerogenes, c'est une klebsielle qui a acquis un cluster de gènes qui codent pour un flagelle. Et inversement, on a montré pour les autres activités phénotypiques qui la distinguent, c'est la même chose. C'est-à-dire que la classification phénotypique ancienne ne peut plus marcher et que même on doit faire la taxonomie maintenant génomique parce qu'il n'était pas du tout évident de trouver un truc comme ça, d'autant que ça n'avait jamais été décrit qu'une bactérie soit mobile par un opéron flagelle qui soit en un seul et unique bloc. D'habitude, il y a en rouge et en vert ici, ce sont des différents blocs d'opérons qui sont espacés à différents endroits dans un chromosome bactérien. Et bien là, non, c'est un truc qui se met en bloc et permet la mobilité. Alors, il manque un truc qu'on n'a pas fait, mais j'espère qu'on y arrivera, c'est d'essayer d'arriver à rendre une klebsielle mobile en utilisant l'opéron d'Enterobacter aerogenes. Ça, c'est plus pour le fun. Alors, pour le résistome, par contre, dans son analyse, dedans, eh bien, on a pu identifier 280 résistants déterminants génétiques de la résistance aux antibiotiques avec tout un tas de contre, etc. Mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé en réalité, c'est que on avait également des souches isolées chez la même patiente avant que la souche ne devienne résistante à la colistine, puisque cette patiente avait reçu de la colistine initialement, puisque c'était le seul antibiotique qui était sensible sur les antibiogrammes des souches initiales. Et donc on avait les deux souches, et on s'est dit, bon, on va regarder maintenant ce que c'est que la résistance à la colistine, parce que c'est pas décrit, on ne sait pas comment ça marche chez Enterobacter. Alors, avant d'aller à la colistine, la première chose, c'est qu'on a trouvé un énorme plasmide proche de plasmide trouvé dans des souches environnementales de Yersinia pestis aux États-Unis, qui est une espèce de mosaïque complexe de gènes, de transposons, d'intégrons, de choses qui ont bougé avec des origines différentes des opérons de résistance aux métaux lourds, au mercure ici, provenant de colis, de pseudomonas. Ici, vous avez tout un tas de gènes de résistance. Et puis, avec Vicky, eh bien, on a essayé, il y a à peu près 200 gènes, dans ce plasmide, on a essayé de raccorder chacun des gènes à son origine dans l'évolution bactérienne. Et bien, ça donne un truc comme ça. C'est pour ça qu'on a appelé ce papier le rhizome. Et donc, chacun des gènes est représenté ici par un petit bloc. Et chaque ligne, c'est l'origine de chacun de ces gènes. Vous voyez les origines multiples de pseudomonas, d'enterobactères, de l'environnement, de bactéries non cultivées. Et donc, on a une représentation qui est à l'envers de ce qu'on faisait avant. C'est une représentation de type généalogie. Vous avez des origines multiples des gènes qui composent une structure qui est un plasmide et qui d'ailleurs, ce plasmide est un plasmide conjugatif qui est transférable chez d'autres bactéries. Alors c'est un peu difficile parce qu'il est énorme ce plasmide, mais enfin, on y arrive quand même. Alors pour la colistine, on a essayé de comprendre comment ça marche. Alors globalement, la colistine est un antibiotique qui marche en déplaçant les charges négatives et positives des membranes des bactéries, donc ça les dissout. C'est un peu comme un détergent, ça fait exploser les bactéries. Et un des mécanismes qui a été identifié chez Salmonella pour résister aux antibiotiques, eh bien, c'est à partir d'un opéron qui est ici, qui code pour des sucres, en particulier pour un aminoarabinose, eh bien, ces aminoarabinoses peuvent être ajoutés ici et ici, au niveau du lipide A qui compose la membrane des bactéries gram-négatives, des Salmonella, et ça change la charge bactérienne au niveau de la membrane, qui au lieu d'être négative devient neutre, et la colistine ne peut plus marcher puisqu'elle interagit sur des systèmes positifs-négatifs. Et donc il y a tout un tas de systèmes qui existent chez les bactéries gram-négatives, qui sont des senseurs, des régulateurs, des activateurs, des opérons, ce qu'on appelle des systèmes à deux composants, senseurs, régulateurs, qui permettent de sentir quand il y a des modifications de stress ou autres dans l'environnement, et éventuellement, par le biais de systèmes plus ou moins compliqués en fonction des bactéries gram-négatives, va activer tout cet opéron qui synthétise l'aminoarabinose. Alors on a regardé tous les gènes un par un avec Céline-là, et eh bien on a trouvé, vous voyez ça c'est les trois souches d'Enterobacter aerogenes qui ont été isolées chez cette patiente
avant que la souche ne soit résistante à l'antibiotique, et ça c'est la souche résistante, très résistante. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que, eh bien, dans la souche résistante, il y avait une mutation ici dans ce gène, qui est la mutation G53S, qui avait été décrite de mémoire, tu me dis si je me trompe, c'est chez Salmonella, je crois, et qui était connue chez Salmonella comme pouvant conférer la résistance aux antibiotiques, mais c'était sur des souches qui avaient été obtenues au laboratoire in vitro. Là, c'est une souche clinique, in vitro. Et donc là, ça a été aussi un gros travail, et Mireille Henry nous a beaucoup aidé pour amplifier et cloner cet opéron PMRA-TNRB, qui est ce système à deux composants, senseur régulateur, donc de cloner dans un vecteur d'expression et de montrer qu'un Escherichia coli transformé dans lequel il y a cet opéron dans la souche de la séquence pardon, de la souche résistante, et bien devient résistant. Et donc on démontre là clairement que c'est bien cet opéron, parce qu'il y a cette mutation qui est responsable de la résistance que l'on a observée chez cette souche. Alors, donc ça c'est pour vous montrer tout simplement tout ce qu'on peut faire avec un génome, donc regarder la résistance, des plasmides, ensuite passer sur des systèmes de montrer qu'il y avait le fameux flagelle, etc. Alors ça c'est un deuxième exemple d'utilisation de génome, qui est une souche d'Acinetobacter baumannii que l'on a isolée chez un patient et qui était initialement sensible à la colistine, et elle était entre sensible et intermédiaire à la rifampicine. Le patient a bénéficié d'un traitement associant colistine et rifampicine, et 15 jours après, eh bien, on a isolé son prélèvement respiratoire pulmonaire, et bien une souche qui était devenue résistante aux deux. Et donc on avait bien les deux souches, en pensant qu'elles étaient isogéniques, que c'était bien le même clone, mais qui avait évolué. Donc vérifier ça et comprendre ce qui s'était passé, on a séquencé les deux génomes par une approche 454 et périnde. Ça marche une fois sur deux. Donc on a pu, la première chose qu'on a pu confirmer et vérifier, c'est que c'était la même souche. Il y avait 99,99% d'homologie de séquence entre les deux génomes. Et donc un niveau d'homologie pareil, ça ne peut pas être autre chose que la même souche. On s'est dit, qu'on est bien deux souches différentes, et du coup c'est assez facile de trouver quelles sont les différences quand vous avez une similarité aussi importante. Et donc du coup, eh bien, ça nous a permis de montrer que, un, la souche était devenue résistante à la rifampicine par le biais d'une mutation sur un gène CIG qui est RPOB, et deux, qu'on a observé aussi chez cet Acinetobacter une mutation sur le même gène qui s'appelle PMRA, qu'on avait déjà décrit chez Enterobacter, sauf que ce n'était pas à la même place. Et puis, l'autre chose, c'est que, encore une fois, au même endroit que ce hotspot, tant qu'on a trouvé un nouveau transposon, et ce nouveau transposon codé par un système de transposon dans lequel, eh bien, on a pu identifier des bêta-lactamases qui étaient organisées et qui expliquaient une autre partie de cette résistance. Alors, cette partie, donc c'est là où on revient en arrière historiquement, c'est ça, quand on fait ça maintenant en 2013, on utilise ça pour des bactéries, les Escherichia coli, des bactéries à croissance rapide, pour lesquelles on a des moyens depuis 20-30 ans de démontrer par clonage et expression que tel ou tel gène est susceptible de conférer la résistance à tel ou tel antibiotique. Mais pour pouvoir faire ça, il faut disposer d'outils technologiques de transformation, de clonage et d'expression. Quand vous travaillez, initialement, c'est ce qui s'est passé sur les bactéries intracellulaires fastidieuses, eh bien, vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas insérer par transformation, par électroporation ou conjugaison, des gènes à l'intérieur de bactéries intracellulaires. Ça ne marche pas, c'est extrêmement fastidieux. Alors, on y arrive maintenant, mais c'est compliqué. Et donc, du coup, quand on a commencé à avoir des séquences de génome, eh bien, on a eu une approche qui était une approche de prédiction, c'est-à-dire d'analyser des gènes cibles dans les génomes de ces bactéries et de regarder si aux endroits dont on savait que certaines mutations étaient associées à des résistances chez les bactéries à croissance rapide, comme un Escherichia coli ou autre, si on était capable de prédire que telle ou telle espèce bactérienne intracellulaire était résistante ou non, basée sur l'analyse de ces génomes. Alors je vous montrerai quelques exemples, parce qu'on a étudié toutes ces bactéries que vous connaissez bien tous, puisque vous travaillez à l'URBI, que ce soit Escherichia ou autre, avec deux exemples. Donc, par une approche bio-informatique, eh bien, on a récupéré à l'époque tous les génomes disponibles, mais entre ce travail en 2008 et maintenant, il faudrait qu'on le refasse, on pourra le refaire éventuellement avec d'autres outils que je vais vous montrer, pour comprendre la résistance avec, à l'époque, on utilisait ces systèmes d'analyse de séquences d'enquête, où vous avez les voies métaboliques, vous pouvez récupérer des séquences génétiques,
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié tous les gènes susceptibles de pouvoir conférer de la résistance aux antibiotiques, les gènes chromosomiques, dont on sait que certaines mutations peuvent être associées à la résistance à tous ces antibiotiques. On a pris ces séquences et on les a analysées pour essayer de comprendre si le phénotype observé pour ces bactéries intracellulaires pouvait être expliqué par des mutations au niveau génomique. Alors ça, c'est un premier exemple d'un travail qu'on avait fait avec Manolis, qui m'avait rendu un peu plus, je ne sais pas s'il est là, ce Manolis, mais t'es où? Ah, t'es là. Parce que on avait analysé des souches de Bartonella d'Australie et on avait mis au point un système pour évaluer la sensibilité de ces bactéries aux antibiotiques par retest, qui permet de déterminer la CMI. Et puis il avait fait une fois, deux fois, trois fois, et on ne comprenait pas pourquoi ces deux antibiotiques qui s'appellent ofloxacine et ciprofloxacine sont des antibiotiques de la même famille, qui sont les fluoroquinolones, et le niveau de résistance entre les deux était clairement différent, avec le ciprofloxacine beaucoup plus sensible, ça c'est des concentrations en milligrammes par litre, par rapport à l'ofloxacine. Et donc on est allé regarder les gènes cibles, et on s'est aperçu que le gène cible, qui est la DNAgyrase, il y a une région très très particulière et une position ici qui est très particulière, et que cette position et cette mutation sérine 83 alanine est connue chez Escherichia coli pour donner un bas niveau de résistance au fluoroquinolone. Donc en réalité, ce qu'on a découvert, c'est que toutes les Bartonella, tous les génomes de Bartonella sont comme ça, au niveau de cette séquence, ont un niveau de résistance au fluoroquinolone qui est bas intrinsèquement. Et quand on continue à essayer de faire des mutants in vitro, je vais là, mais ça on l'a fait avec un autre de mes étudiants SIPAC, il y a une deuxième mutation qui peut apparaître en position 87 et qui là du coup fait exploser la résistance avec des niveaux extrêmement élevés. Alors ça nous a été extrêmement utile ça, parce qu'on l'a montré pour les différentes Bartonella, et en particulier pour une espèce qui s'appelle Bartonella bacilliformis, qui donne une maladie spécifiquement en Amérique du Sud qui s'appelle la maladie de Carion. Et dans la maladie de Carion, en particulier dans la forme aiguë qui s'appelle la fièvre de Roya, les gens en Amérique du Sud donnaient comme traitement en première intention une fluoroquinolone avec des échecs qui avaient été rapportés. Donc on a suggéré après de ne pas utiliser les fluoroquinolones chez les Bartonella. Alors on a eu, bon ça c'est un autre exemple où on a pu montrer qu'en faisant un séquençage génomique rapide, on pouvait avoir une qualité de séquence qui permettait de trouver une mutation dans un génome associée à de la résistance ici dans une souche de Francisella. Donc c'est une approche qui pourrait avoir un intérêt si jamais on en avait besoin dans une approche de bioterrorisme. Alors ces Bartonella sont intéressantes pourquoi? Parce que c'est des bactéries intracellulaires strictes, mais elles poussent sur des vélos au sang in vitro au laboratoire, et donc on en a profité pour essayer de comprendre comment ça marchait la résistance chez ces bactéries en faisant des mutants in vitro qui consistent à ensemencer des génososans avec la bactérie, de mettre un disque d'antibiotique au centre, et puis à chaque fois qu'on a une culture, on sous-cultive en prenant des bactéries le plus proche ici du disque jusqu'à ce qu'on ait un mutant résistant. Il faut savoir que quand on a fait ce travail-là, mon étudiant SILPAC n'a pas choisi le premier, le plus simple. On a voulu faire un mutant résistant à l'érythromycine. Il a fallu 16 passages pour que la bactérie devienne entièrement résistante, et chaque passage durait environ 15 jours. Donc vous voyez, il a commencé le pauvre en début 2004 pour avoir son mutant résistant 9 mois après. C'était vraiment un très 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 long travail. Mais si vous prenez les fluoroquinolones ou la rifampicine, il faut que quelques passages pour obtenir des mutants résistants. Donc on se dit très bien, maintenant on va regarder comment ça marche. Donc ça c'est une photo pour vous montrer comment ça marche, avant-après. Donc avant vous avez ici une bactérie qui est inhibée à des concentrations très faibles, et puis qui ensuite le mutant résistant et bien pousse très très bien. Donc on est allé récupérer toutes les gènes cibles qui codent pour la résistance à l'érythromycine pour cette bactérie, et puis on a amplifié et séquencé tous les gènes putatifs dans le mutant résistant pour trouver ceci dans une protéine ribosomale qui est la protéine PL4, qui en réalité, chez le mutant, l'ARN polymérase, quand elle a recopié cette séquence, elle s'est trompée, elle s'est complètement trompée, elle est revenue en arrière, et en fait cette séquence en bleu est strictement identique, c'est un repeat strictement identique à la séquence en jaune, et qui se manifeste par l'ajout de 9 acylaminés, et cette zone ici est exactement la zone qui est le point d'ancrage de l'antibiotique au niveau du ribosome, et donc on a montré qu'il y a une protrusion qui disait que l'antibiotique ne peut plus pénétrer à cause de cette protéine qui en réalité est une chimère. Alors est-ce que ça c'est relevant ce qu'on raconte chez l'homme? Ben oui. Pourquoi? Bien parce que dans ce travail on a pu montrer que
une souche, pas une souche, pardon, c'était pas une souche, une séquence de l'ARN23S chez un patient qui avait une maladie des griffes du chat, donc une infection appartenant à la NCD, cette séquence-là était mutée et que la souche était probablement résistante à l'antibiotique. Donc on voit une mutation, juste une mutation là sur un autre génocide, un A vers un G. Et puis d'autres choses ont pu nous permettre aussi de trouver que chez cette bactérie, il y a deux opérons ribosomiques et que la mutation d'un des deux seulement, c'est ce qu'on voit ici avec un double pic, la mutation d'un des deux confère aussi de la résistance, et on s'en était aperçu qu'on avait des microcolonies capables de pousser un petit peu plus haut, et donc on a fait ça par dosage. Donc ça, c'était des approches un peu anciennes. Alors, maintenant que vous avez vu la génomique sur le nouveau génome, la prédiction de résistance chez les bactéries intracellulaires, il reste quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que tout ce qui est en dessous de l'iceberg, qu'est-ce que c'est que ces gènes de résistance qu'on ne connaît pas. Alors ça, c'est un travail qui est en cours, et où on profite de l'explosion de la génomique et du nombre de génomes séquencés pour mettre au point des outils d'analyse automatique. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement avec Souchine, qui est postdoc. On a créé un logiciel qui s'appelle Arganaut, donc Jason et les Argonautes, qui veut dire Antibiotic Resistant Gene Annotation, qui est un outil informatique rapide, facile pour analyser des séquences. Des petites séquences, des quantiques, des génomes, des métagénomes, ce que vous voulez. Et où dedans, on a créé une base de données qui contient tous les gènes de résistance aux antibiotiques connus au jour d'aujourd'hui, 1679, et toutes les mutations connues dans les gènes cibles chromosomiques. Donc on fait une database, on a testé les séquences, etc. Et vous allez voir, alors que, rappelez-vous, j'ai dit Pierre-Édouard, ces deux génomes d'Acinetobacter, ça avait duré des semaines et des semaines d'analyser les génomes. Là, on a fait le pan-résistome de 180 génomes, avec, vous allez voir, des temps records. Et puis, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme on a modifié ce logiciel de telle manière qu'il puisse trouver les gènes dont on a une séquence à 100% identique et à 100% homologue avec celle-ci, on a aussi modifié les critères de stringence, de taille de séquence, de pourcentage d'homologie, pour trouver quoi? Pour trouver des nouveaux gènes de résistance. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Donc ça, c'est globalement les mutations qui ont été répertoriées de tous les gènes. Donc on est en train de travailler, il faut d'ailleurs que je donne à Michel les mycobactéries, Mycobacterium ulcerans de Michel. On a des mutations dans les gènes des antituberculeux, chez Mycobacterium ulcerans. Et puis ici, vous avez la répartition du nombre de gènes qui ont été mis dans cette base de données. C'était pas le bon bouton, ça va venir. Et donc c'est un outil facile, on a voulu facile, c'est-à-dire que dans une deuxième étape, il sera probablement en ligne sur le site de l'Institut. Mais il est facile, pourquoi? Parce qu'il marche dans bioéthique. Et donc vous pouvez télécharger la base de données de Souchine qui fait, je crois, 2 mégaoctets. On a fait un tutoriel pour tous les étudiants. Donc il y a un tutoriel qui va être en ligne. Et donc je l'ai testé en blind avec une collègue à Angers. Et donc qui vous explique comment il faut faire et ça marche. Et donc vous avez la possibilité de faire du BLASTM, du BLAST, et puis vous avez un résultat ici qui apparaît et qui est exportable dans Excel. On a vérifié, on a vérifié évidemment que quand on mettait des séquences connues, ça marchait, on n'a eu aucun problème. Et puis on a fait un test, on a testé dans ce logiciel un nouveau gène qui a été rapporté par Patrice Courvalin l'année dernière, qui s'appelle RNTF, et ce gène, il n'a que 25% d'homologie en acide aminé avec tout ce qui est connu comme gène de résistance, et en particulier des gènes de cette famille qui s'appelle RNT. A, B, C, D, E, F, et maintenant il y a aussi G. Et le F, il n'était pas connu. Et donc on a jeté cette séquence dans l'outil de Souchine, et il n'a pas trouvé un gène, puisque c'était très très peu homologue, mais quand on a descendu la taille et la stringence des séquences, on a récupéré 5 hits de petite taille, avec des bonnes p-values, qui matchaient tous à des endroits différents d'un gène de type RNT. Et donc on a pu prédire comme ça que ces 5 petits bouts de gènes trouvés, eh bien, étaient probablement quelque chose de la famille de RNT avec une homologie plus faible. Donc une capacité à découvrir des choses que l'on ne pouvait pas faire avant. Alors ça, c'est l'analyse faite sur 179 génomes, donc voilà, je pense que c'est assez parlant. Le temps d'analyse d'un génome d'Acinetobacter est de 3,35 minutes pour trouver tous les gènes de résistance. 3,35 minutes.
On l'a comparé à un soft qui existe, qui s'appelle ResFinder, mais qui n'a pas cette capacité à être un peu moins stringent, etc. Et donc, on a trouvé en moyenne 11 gènes de résistance par génome, versus 6 avec l'autre système, et donc au total, on a décrit 2000 gènes, et donc on fait du pan-résistome. Donc tous ceux qui veulent analyser leur génome, allons-y, avec une quantité absolument extraordinaire. Alors on est allé, et c'est des gènes qui étaient quand même tous à peu près connus, vous voyez les temps, 3,3 minutes, 3,36 minutes, donc c'est extrêmement rapide. On est allé un petit peu plus loin, on s'est dit, ben voilà, mais si maintenant dans ce logiciel, on y jette un génome d'une bactérie totalement inconnue et bizarre. Donc pour ce faire, les bactéries bizarres, c'est le groupe de Bernard, et donc on a analysé une souche de Bernard avec Isabelle Panier, qui est Rairanella bacillensis. Donc le génome a été fait dans le laboratoire et on l'a analysé avec le truc de souche. Et bien ce que vous voyez là, je vous fais défiler, on a trouvé 53 gènes putatifs de résistance inconnus, qui n'étaient pas connus avant qu'on analyse ce génome, avec des pourcentages de couverture et d'identité qui pour nous en acide aminé, c'est sûr, c'est des gènes de résistance, mais ils sont inconnus. Et donc ça veut dire que si on était 20 ans en arrière, alors qu'on publie, tiens, ça c'est un nouveau gène de résistance, ça c'est un nouveau gène de résistance, eh bien on aurait 53 papiers écrits. Parce que ici, 53 gènes nouveaux qui n'étaient pas connus. Et donc du coup, ce qu'on a prévu, c'est, on a préparé ça, qui est un système qui permet, quand vous utilisez Argano, d'envoyer à Sushim, qui sera l'administrateur du système, pour dire, voilà, j'ai trouvé un nouveau gène qui est de cette famille, ici on copie la séquence pour qu'on puisse incrémenter la base de données, donc on était parti à 1300, on en est maintenant à plus de 2000, et probablement que d'ici la fin de l'année on va être à 10 000, parce que chaque fois qu'on teste une nouvelle bestiole, s'il y a 50 nouveaux gènes, on va être très surpris. Alors je vais finir rapidement sur d'autres stratégies, auxquelles on n'a pas trop travaillé ici à l'unité, mais on verra à la fin, on a quand même fait quelques petits travaux qui sont de faire la métagénomique à partir de prélèvements d'environnement. Donc ça, c'est les premiers travaux dans les années 2000 qui montrent que, eh bien, à partir de bactéries dites incultivables de l'environnement et du sol, par isolement de l'ADN, clonage et expression dans l'échelle chatouille avec des géloses pour cloner des antibiotiques, eh bien, on était capable de découvrir des clades entiers de gènes de résistance. Ici, c'est des gènes de résistance aux aminosides, avec ce groupe-là qui était totalement inconnu de la même manière. Et puis, ça, c'est également un travail qui a été fait, qui montre que si vous voulez chercher des gènes de résistance aux antibiotiques nouveaux, des familles de gènes de résistance aux antibiotiques, eh bien, regardez dans les génomes de bactéries qui produisent des antibiotiques. Et donc, dans ce travail, ce qu'on montre bien, c'est que vous avez ici des souches bactériennes qui sont des souches qui sécrètent de la vancomycine, qui est un antibiotique de la famille des glycopeptides. Et bien, dans le génome de ces souches, vous avez l'opéron qui permet de contrecarrer ça, qui est un opéron qui code pour la résistance à la vancomycine. Donc la bactérie sécrète l'antibiotique, mais elle a le système de défense parce que sinon, elle se suicide. Donc ça, c'est pareil. Et puis, plus récemment, donc ça, c'est un travail qui, je vous l'ai dit au départ, en réalité, c'est très ancien, la résistance aux antibiotiques, puisque c'est un truc naturellement sécrété par les bactéries. On se doute bien que les bactéries peuvent s'en défendre. Donc ça, c'est un travail qui est fait par Vanessa De Costa, qui montre que c'est très ancien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la métagénomique sur des sédiments conservés dans le permafrost en Alaska, donc ils sont allés là dans un endroit bien sympathique, et ils ont fait une carotte glaciaire de permafrost, et puis ils sont allés récupérer ici des échantillons, et ils ont fait de la métagénomique dessus. Ils démontrent que ce sont des échantillons qui ont 30 000 ans, parce que dans les séquences du métagénome, il y a des séquences de mammouth. On est bon, il y a 30 000 ans. Eh bien, ils ont trouvé l'opéron précurseur de la résistance à la vancomycine dans ces métagénomes qui ont 30 000 ans. Et donc, ça existe depuis 30 000 ans, l'opéron de résistance à la vancomycine. Je vous rappelle que la résistance à la vancomycine a été décrite par la première fois par Patrice Corlin en 1983. Donc, ça veut dire que tout ça préexiste et que donc on va être amené, c'est ce qu'on commence à faire, à analyser par le biais de logiciels des métagénomes disponibles où on va trouver très vraisemblablement de nombreux gènes de résistance aux antibiotiques et qui prédatent de l'utilisation des antibiotiques. Alors, je vais finir par deux choses. Donc ça, c'est un autre travail qui a été fait. Là, c'est des bactéries qui ont été isolées à partir d'une grotte à New Mexico qui a 4 millions d'années et où ils ont trouvé tout un tas de bactéries multirésistantes, y compris résistantes à des antibiotiques synthétiques. C'est-à-dire la digesticline, c'est pas naturel. Donc des gènes de résistance à ça. Alors, la dernière partie de ça, c'est
Du coup, on a bien compris qu'il va y avoir une quantité extraordinaire de gènes inconnus. On ne sait pas quel est leur contenu. Comment on peut faire ça? Eh bien, c'est des travaux qui commencent à sortir depuis ce travail de Morten Sommer, qui est de faire de la métagénomique ou de la génomique, c'est ce qu'on a fait, mais de la métagénomique fonctionnelle, qui consiste, à partir d'un prélèvement, d'extraire l'ADN, de le couper mécaniquement et de réparer les extrémités, et d'insérer ça dans un vecteur d'expression de type Escherichia coli et cultiver l'ingénierie d'Escherichia coli sur des génoses qui contiennent des antibiotiques. Et si quelque chose pousse, c'est que l'Escherichia coli a acquis un gène qui confère la résistance à cet antibiotique-là. Et donc, en faisant ça, c'est chez l'homme, donc le microbiote de deux individus, c'est truffé de gènes de résistance et de résistance sur ces approches de métagénomique avec tous les antibiotiques conservés, évidemment. Et vous voyez ici sur ce diagramme, ça et ça, c'est ce qui était connu avant qu'il fasse ce travail, et tout ça, c'est tous des gènes de résistance inconnus, complètement inconnus, qui étaient dans le tube digestif de 2 humains. Alors, il y a d'autres approches, on travaille sur ça aussi. Moi je fais ça entre la Camargue et puis on va faire ça avec nos amis algériens pour regarder dans les zones où il y a des oiseaux migrateurs. Ça c'est un travail très intéressant qui a été publié fin 2011, qui est de faire de la métagénomique et de regarder ce qu'il y a comme gène de résistance dans les crottes d'oiseaux migrateurs. Là c'est des mouettes aux États-Unis. Et donc en réalité dedans, eh bien, trouve une quantité absolument extraordinaire de gènes de résistance aux bêta-lactamines et aux tétracyclines, qui sont des gènes extrêmement proches, voire identiques à ceux qu'on observe dans des souches cliniques humaines. Et donc une possibilité, il y a des fois on ne sait pas très bien comment voyagent les gènes de résistance avec des foyers différents, par exemple le NM1, l'Inde, les Balkans, etc. Il est bien possible qu'une partie de ces gènes de résistance soit véhiculée par des oiseaux migrateurs qui puissent éventuellement être à l'origine de ces diffusions. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a une alerte l'année dernière, parce qu'ils ont trouvé des bactéries résistantes à la vancomycine dans les crottes de pigeons. On va étudier aussi les pigeons urbains. Alors, pour finir, voilà, ça c'est un travail qu'on a fait avec une étudiante en master, qui est de faire de la fonctionnale génomique. Si vous avez bien compris, quand on annote un génome, même ici on va voir Enterobacter pyogenes, il reste une proportion non négligeable de gènes de fonction inconnue. Ça vous sort tout le temps hypothétique à la protéine, unknown, etc. Et donc ça veut dire que potentiellement dans tous ces gènes de fonction inconnue, ou qui ont une fonction connue, mais qui n'est pas identifiée comme étant une fonction de résistance, il y a peut-être des gènes de résistance. Donc c'est ce qu'on a fait en partant d'un génome. Le même génome d'Enterobacter pour lequel on a fait le rhizome, donc il a été entièrement connu ce génome, toutes les séquences étaient connues. Donc on l'a découpé en rondelles, on l'a cassé, on a réparé les extrémités, on a fait la même chose que si c'était de la métagénomique, sauf que c'était sur un génome, et puis on a ensemencé sur des géloses avec différents antibiotiques, et l'idée c'est, si vous avez quelque chose qui pousse, eh bien, c'est que vous avez un gène de résistance. Ce gène de résistance, avec les amorces qui flanquent le site d'intégration, vous pouvez identifier la séquence, et comme on avait le génome, nous regarder quel est le gène de résistance, ça permet de valider la technique, et puis surtout, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder s'il y avait des séquences qui étaient annotées unknown, voire des séquences qui avaient des fonctions prédites qui ne sont pas des fonctions de résistance. Et en réalité, ça marche très bien, c'est-à-dire que ça, c'est un exemple avec les sélecteurs, différentes géloses d'antibiotiques. Et bien, par exemple, ce qu'on trouve, on trouve la fameuse ANSE ou la TEM24 qui était dans le génome, on n'a pas eu de problème pour la trouver. Et en jaune, ben, ces 4 protéines ont une fonction connue à noter dans le génome de cette bactérie, donc une protéine cytoplasmique, une hydrolase, une peptidyle, polypsis transisomérase. Et bien ces 4 gènes, lorsqu'ils sont insérés dans le colis, confèrent la résistance à l'amoxicilline. Totalement inconnu. Alors c'est intéressant parce que celle-ci d'enzyme est connue comme étant une enzyme extrêmement importante pour faire le folding des protéines de la membrane externe, et y compris des protéines liées aux pénicillines. C'est probablement comme ça que ça marche. Et puis d'autres trucs qui nous ont surpris, c'est que par exemple, on a eu un Escherichia coli qui est devenu résistant au fluoroquinolone, et l'insert qu'on a séquencié, c'était la sous-unité A, la DNA gérase de l'Enterobacter. Il a pris juste un petit bout, normalement c'est un tétramère, il a pris un des 4 gènes, il a modifié probablement son enzyme pour donner quelque chose de tout à fait bizarre. Alors voilà, j'ai terminé. Bon, je vais vous dire donc le génome séquencing massif permet de comprendre, surtout pour nous, de trouver des choses émergentes, des nouveaux gènes de résistance, mais il y a une réflexion qui est importante et qui date d'il n'y a pas très longtemps, c'est ça, c'est de montrer que on
on va peut-être être amené dans l'avenir à remplacer les tests d'antibiogramme phénotypiques que l'on fait au laboratoire par génome. Et dans ce travail, donc, ils ont analysé 200 isolats d'entérobactéries et ils ont montré que l'analyse des gènes présents dans leur génome était totalement prédictif à 99,7% du phénotype observé au laboratoire quand on faisait un antibiogramme. Donc c'est une suggestion qui est de faire de la surveillance et l'antibiogramme de cette manière-là, compte tenu de la miniaturisation, du délai qui est de plus en plus court et du coût qui est beaucoup plus faible. Alors tout ça, ça doit nous permettre de comprendre au moins une chose, c'est que du coup l'émergence et la diffusion de la résistance, ça ne peut pas être prédit. C'est imprévisible, on ne peut pas le prédire, d'autant plus qu'on n'en connaît que très peu au jour d'aujourd'hui. Et que du coup, et c'est ce qu'on a mis en place, il faut étudier des réservoirs potentiels dans différents endroits, de trouver des nouveaux mécanismes et des décrits, mais surtout pour nous au laboratoire de microbiologie clinique, et c'est ce qu'on fait. Ça ne fait pas partie de cette présentation, c'est de suivre des phénotypes atypiques et développer des outils de surveillance. Donc je vous rappelle, lundi 11h, visioconférence avec la GRI pour la thèse de Merkel. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Comment on peut avoir un gène de résistance à la GSI alors que ça Parce que le mécanisme d'action est globalement le même. C'est-à-dire que les cyclines, la doxycycline par exemple, les tétracyclines, vont inhiber spécifiquement la synthèse protéinique à un endroit très particulier. Et la digescycline qui est synthétique est juste une modification de la structure de base synthétique, mais le mode d'action est assez proche. Et donc c'est des résistances croisées. Ça ne marche pas toujours comme ça, mais c'est des résistances croisées. Mais parce que la digescycline n'est pas un antibiotique et un mécanisme d'action totalement nouveau. Pas nouveau. Ouais. L'expression des gènes de résistance est quasi systématique. Si on peut prédire la résistance phénotypique sur le... C'est une bonne question parce que ça c'est vrai chez les entérobactéries. Il y a plein de bactéries, je ne sais pas. En particulier, on a des génomes, ça c'est avec l'eau de Bénédiction qui est une bactérie du genre Chryséobacterium, qui est résistante à l'immunobénène. D'accord ? Et on essaye de comprendre pourquoi, et dans le génome, on a trouvé une carbapénémase. Ben, elle n'est pas exprimée, cette carbapénémase. Et pourtant, la bactérie est résistante à l'immunobénène. Et donc, ça veut dire qu'on prédirait que cette enzyme expliquerait le phénotype qui est résistant à l'immunobénène, mais en réalité, ce n'est pas vrai, elle est probablement résistante pour un autre mécanisme. Mais dans le modèle qui a été celui-ci, des salles modèles de chez Chapouille, la réponse est oui, ce qu'ils ont trouvé corrélé au phénotype. Mais c'est évidemment pas toujours bon. My question is, normally we define a multi-drug resistant bacteria as bacteria that are resistant to two or more different classes of antibiotics. And we say that many commensal bacteria are multi-drug resistant. Let's say in a population whereby we have actually maybe like 5 to 10% of commensal bacteria that are actually multi-drug resistant. Then can we now say that many commensal bacteria are multi-drug resistant? Yeah. Yeah, of course. There are, and this may explain that you may select the digestive tract. You may select bacteria with gene transfer that are resistant genes that after could be responsible for an infection. And that's probably one of the way when you give antibiotics to a human being, that you can select with the digestive tract some transfer, some gene transfer that explain the emergence of a new bug that is resistant. If it's lateral gene transfer. Une petite question générale. À propos de ce qui est possible de prédire ou pas par rapport à l'émergence de résistance, je ne sais pas si c'est le genre d'expérience que vous faites, mais si vous preniez une même souche de bactéries au départ qui est exposée au même type d'antibiotique de manière indépendante, dans combien de cas vous avez
En tout cas, il pourra avoir l'émergence d'une connaissance qui est basée sur le même changement de la préparation d'une mutation. Alors ça, on le fait, ça. On le fait. In vitro. Le truc, c'est qu'on ne voit, quand on fait ça, qu'émerger des mutations sur des gènes au niveau du chromosome. Mais ces résistances-là représentent une infinie partie des mécanismes de résistance, en particulier de ceux qui diffusent dans les souches cliniques humaines, qui sont des plasmides par d'autres systèmes là-dessus. Mais ensuite, la sélection de résistance in vitro, quand on fait des cultures comme ça, est plus ou moins rapide parce que le taux de mutation n'est pas le même en fonction des gènes. D'accord? Et que donc, du coup, ça explique par exemple qu'on fait des associations d'antibiotiques dans la tuberculose parce qu'on diminue la possibilité qu'il y ait un mutant résistant. Mais en réalité, ce qu'on sélectionne quand on fait ça, c'est un clone qui, par erreur, dans la population, a la résistance parce qu'il a la mutation. Et quand vous donnez l'antibiotique, vous sélectionnez ce clone parmi plein d'autres. Mais ce n'est pas l'antibiotique qui crée la résistance. L'antibiotique sélectionne un clone qui est muté. Ce qui n'est pas la même chose. Qui est préexistant. Tout à fait, qui est préexistant. Par erreur, mais après il y a plein de mutations dans les gènes chromosomiques bactériens qui sont des mutations létales, donc on ne le voit pas. Alors c'est comme M, c'est une ATP1. Alors on ne sait pas. Je suis d'accord, il faudrait regarder parce que voilà, il y a des systèmes qui existent, qui sont des systèmes d'intégration par le biais de transposase. Chez Acinetobacter, chez Streptococcus, ils ont des trucs plus compliqués que les IS, qui s'appellent des ISCR, qui sont des insertions de séquences rolling circle, qui sont des trucs qui peuvent s'exciser, faire comme une petite boucle, tu vois, et après se désexciser, et comme il y a des séquences flanquées répétées identiques, inversées, toc, il revient au même endroit. Et donc c'est comme ça que ça marche. Mais par contre, ce qui est étonnant chez Acinetobacter, c'est que tu peux avoir là-dedans pas que l'ISR, mais des putains de machins de 50 kb. C'est très, très particulier. Et Streptococcus a ça aussi, mais ça ne donne pas des îlots de résistance. Donc ce gène est fonctionnel. Non, bah non, il est coupé en deux. Cassé, En deux. Alors je ne me souviens pas, mais Seydina, c'est toujours au même endroit. Toujours au même endroit. C'est une reproductibilité de. Ok, il y a d'autres questions? Allez, une dernière question pour Jean-Marc. Ah, plus fort. C'est encore débattu, il y a des gens qui font de la phagothérapie, en particulier sur des modèles mucoviscidoses à Paris. Sur des modèles animaux, ça marche. Mais en Géorgie, donc ça a été utilisé par les juges il y a pas mal d'années. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun comité d'éthique qui n'autorise l'utilisation de virus pour traiter les humains. Parce qu'il y a une possibilité qui n'a pas été étudiée, une partie des gènes de ces virus s'intègre au chromosome humain. Et donc, il n'y aura pas, a priori, pour l'instant, d'autorisation de faire ça. Ok, merci beaucoup, Jean-Marc.